Nous commençons notre soirée par l'exploration de l'appétit prodigieux de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis, dont l'empire s'étendait du Pacifique aux portes de l'Europe. Sa table n'était pas moins ambitieuse et féroce que ses cartes de campagne. Avant de vous installer confortablement pour écouter, je vous prie de prendre un instant pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, si bien sûr vous appréciez réellement ce que je propose. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous suivez et quelle heure il est chez vous. C'est vraiment fascinant de voir notre audience s'étendre sur tous les continents. Maintenant, baissez les lumières et peut-être allumez un ventilateur pour créer ce doux bourdonnement de fond. Et plongeons ensemble dans le voyage de ce soir. Nourrir Kubilai Khan n'était pas de la simple cuisine. C'était de l'urbanisme accompagné d'un nombre colossal d'abattages. Les cuisines de son palais à Khanbalik, l'actuel Pékin, n'étaient pas un foyer rural douillet où mijotaient des ragoûts, mais de vastes complexes étouffants de fumée, employant des milliers de cuisiniers, bouchers, échansons, brasseurs et d'apprentis malheureux qui passaient la plupart de leur temps les mains plongées dans les entrailles de chèvres. Imaginez la scène. Des troupeaux de moutons et de bovins conduits quotidiennement à l'intérieur et des porcs engraissés spécialement pour une unique apparition à la table royale. Des chariots ployant sous le poids de sacs de riz et de millet et des fûts de lait de jument fermentant dans les coins comme une expérience scientifique ratée. Si vous pensez que la gestion d'un restaurant moderne est stressante, imaginez cela, mais votre chef cuisinier est aussi l'empereur de la moitié du monde et la punition pour un rôti trop cuit est, tout simplement, l'annulation de votre invitation à revenir à la vie. Les cuisines fonctionnaient avec la mécanique d'une machine de guerre. Des équipes de bouchers dépeçaient les animaux avec la précision de soldats, tandis que d'autres rôtissaient des carcasses entières sur des fosses ouvertes, si grandes qu'elles auraient suffi à rôtir une petite Volkswagen. Les boulangers produisaient des pains plats sans relâche. Le riz était bouilli dans des chaudrons si gigantesques que vous auriez pu y plonger, en théorie bien sûr, car personne n'aurait osé. Et le thé mijotait dans des bouilloires de la taille de petits étangs. Il ne s'agissait pas seulement du volume massif, même s'il était déjà effrayant. Il s'agissait du spectacle. La viande rôtie n'était pas simplement servie, elle était exhibée, entière, luisante, embrochée, et assaisonnée au point de ressembler moins à un dîner qu'à une procession triomphale marchant sur des sabots. Chaque détail devait graver dans l'esprit des invités et des cuisiniers misérables que l'estomac de Kubilai Khan était, en substance, une extension de son autorité impériale. Ensuite, il y avait l'odeur. Imaginez la fumée de viande, les céréales qui bouillent, le lait aigre et 10 000 travailleurs en sueur, le tout entassé dans un seul complexe. Les gens se plaignent des bureaux en espace ouvert aujourd'hui, mais cela ressemblait davantage à un sauna ouvert pour le bétail, les humains et la fumée qui s'accrochait à vos vêtements et vous hantait probablement dans vos rêves. Mais le plus incroyable, c'est que ça marchait. Les cuisines étaient d'une efficacité si implacable qu'elles pouvaient organiser des festins pour des dizaines de milliers de personnes sur simple ordre. Ce n'était pas de la préparation de repas, mais une guerre de siège culinaire. Et au cœur de tout cela se tenait Kubilai Khan, prêt à consommer le résultat comme un homme qui considérait le contrôle des portions comme une insulte personnelle. Si vous aviez 4 pattes au XIIIe siècle et que vous vous promeniez près du palais de Kubilai Khan, félicitations, vous auriez pu devenir le dîner. Les festins du grand Khan n'étaient pas de simples repas, c'étaient des extinctions de masse à un rythme quotidien. Moutons, chèvres, bœufs, chameaux, et l'occasionnel cheval malheureux. Des troupeaux entiers étaient élevés, engraissés et acheminés directement vers ces cuisines, comme du bétail accéléré vers l'immortalité par la digestion. La culture mongole avait toujours été extrêmement axée sur la viande. Dans les steppes d'Asie centrale, les guerriers vivaient de moutons bouillis, de viande séchée et de produits laitiers à la fois nourrissants et étrangement grumeleux. Mais la table de Kubilai multipliait cette modeste tradition par 1000. Ce qui était autrefois la nourriture de survie d'un nomade est devenu un buffet grotesque pour un empereur. Un petit goûter pouvait inclure 6 moutons rôtis, plusieurs bœufs portés et suffisamment de viande embrochée pour faire passer un barbecue moderne
pour un morne dîner d'affaires. Et ce n'étaient pas de délicates bouchées servies dans de la porcelaine. Les Mongols ne se souciaient pas de réduire la moelle osseuse ou de sculpter des filets avec des couteaux élégants. Les animaux étaient rôtis entiers, assaisonnés à outrance et jetés sur la table avec la subtilité d'une charge militaire. Les invités déchiraient la viande avec des couteaux ou, le plus souvent, avec leurs mains. Si vous vouliez une cuisse de mouton, vous ne la demandiez pas poliment au serveur. Vous vous jetiez dessus avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Imaginez la scène comme un dîner de famille dans Game of Thrones. Les chevaux étaient également au menu, ce qui semble être une trahison, étant donné que les Mongols vivaient littéralement en selle. Mais pour Kubilai, les chevaux n'étaient pas sacrés. Un cheval gras rôti et farci d'épices pouvait être la pièce maîtresse d'un festin. Imaginez cela sur la table. Votre fidèle monture de guerre transformée en quelque chose entre une œuvre d'art symbolique et un récit édifiant sur la loyauté. Bien sûr, cette montagne de viande n'avait pas seulement pour but de satisfaire l'appétit de Kubilai. Elle était destinée à consolider son image. Chaque carcasse rôtie criait « Je contrôle cette terre, ces troupeaux et les personnes qui les ont élevés ». Lorsque vous dîniez avec le khan, vous ne mangiez pas de la viande. Vous mangiez un rappel qu'il possédait à la fois le pâturage et l'assiette. La viande était peut-être la vedette des festins de Kubilai Khan, mais les céréales étaient la colle qui maintenait tout ensemble. Riz, millet, blé et nouilles affluaient vers les cuisines comme des affluents nourrissant un fleuve affamé. Si les animaux étaient la performance principale et spectaculaire, les céréales étaient la chorale de soutien, ininterrompue, toujours présente, remplissant les espaces, et parfois même portant tout le spectacle lorsque la viande venait à manquer. Le riz, en particulier, symbolisait la conquête de la Chine par Kubilai. Les Mongols avaient passé des siècles à vivre de moutons et de lait de jument, mais une fois Kubilai assis sur le trône du dragon, il eut un accès immédiat à la puissance agricole de l'Asie de l'Est. Le riz devint plus qu'un simple aliment. C'était la preuve que les cavaliers nomades de la steppe contrôlaient désormais les rizières les plus fertiles du monde. Rien ne dit « je t'ai conquis » de manière aussi éloquente que de transformer leur aliment de base sacré en un plat d'accompagnement pour le khan. Ensuite, il y avait les nouilles, longues, élastiques et avidement demandées. Elles faisaient partie de la cuisine chinoise depuis des siècles, avant que les cuisiniers de Kubilai ne les ajoutent à la liste des festins. Marco Polo, dans ses mémoires de voyage probablement exagérés, les décrivit plus tard en des termes qui firent jurer aux Italiens qu'il avait ramené les pâtes de Chine. Petite précision, il n'a pas inventé les spaghettis. Il est tombé sur un peuple qui mangeait des nouilles depuis un millier d'années et s'est dit « Oui, je vais certainement m'attribuer le mérite de ça en rentrant chez moi ». Pour Kubilai, les nouilles n'étaient pas seulement un comfort food. C'était l'Empire sous une forme comestible, des brins s'étendant en long et en large, tout comme ses territoires. Les siroter étaient presque un acte symbolique. À chaque bouchée, il consommait non seulement un bol de glucides, mais les terres agricoles, la main-d'œuvre et les réseaux commerciaux qui maintenaient son empire nourri. Les nouilles n'étaient jamais juste des nouilles. C'était une déclaration politique, une force unificatrice et aussi un moyen efficace d'attraper des taches de sauce sur sa robe fourrée. N'oublions pas le millet et le blé. La bouillie de millet avait nourri les cavaliers mongols bien avant que la Chine n'entre en jeu. Et elle était toujours servie à la table du khan, généralement noyée dans du beurre ou mangée à côté de la viande. Le blé, quant à lui, devenait la base des dumplings, des pains vapeur et des pains plats. C'était des glucides toute la journée, tous les jours. Le régime keto n'était pas une option lorsque votre empereur pensait que l'équilibre signifiait un chameau pour chaque bol de riz. Épice du pouvoir et emblème de la soumission. Si vous pensiez que le sel et le poivre suffisaient au grand cas, détrompez-vous. La table de Kubilai Khan était un tourbillon d'épices acheminé par chaque caravane poussiéreuse qui cognait sur la route de la soie. Poivre d'Inde, cannelle de Ceylan,
muscade et clous de girofle des Moluques, safran de Perse. Ces festins ne sentaient pas une cuisine médiévale. Ils sentaient une étagère à épices internationale qui avait fait faillite en essayant de l'impressionner. Ces épices n'étaient pas là pour le goût, c'était de la propagande comestible. Chaque pincée de cannelle n'était pas seulement un assaisonnement, c'était une démonstration de force, un rappel que l'influence du Khan s'étendait à travers les déserts, les montagnes et les océans. Les invités assis à sa table ne mangeaient pas seulement du mouton poivré, ils avalaient le fait que son empire contrôlait les routes qui rendaient ce poivre possible. Si Kubilai voulait vous faire goûter la soumission, il l'aspergeait directement sur votre rôti. Bien sûr, les épices coûtaient honteusement cher. Une poignée de clous de girofle pouvait acheter un âne. Un sac de poivre pouvait coûter plus cher que toute votre ferme. Pour le paysan moyen, l'assaisonnement signifiait de l'oignon et peut-être une pincée de sel par optimisme s'il ne l'avait pas vendu pour le loyer. Mais au palais de Kubilai, les épices coulaient comme des confettis. Les viandes étaient frottées au safran, les ragoûts étaient épaissis au gingembre et le riz était parfumé à la cardamome. L'air lui-même était si aromatique que vous pouviez probablement sentir bon rien qu'en traversant la salle de banquet, tel un désodorisant humain accidentel. Mais voilà le truc, l'excès d'épices peut masquer beaucoup de défauts. Toutes les pièces de viande rôtie dans ces cuisines n'étaient pas de qualité étoilée. Certaines étaient dures, certains animaux étaient, disons, au-delà de leur prime jeunesse, et certains plats traînaient probablement assez longtemps pour faire s'évanouir les inspecteurs de la sécurité alimentaire moderne. La solution ? Les enterrer sous tant de cannelle et de poivre que personne ne pouvait faire la différence. Sagesse culinaire ou crime culinaire ? Cela dépend du nombre de chevaux que vous avez rôtis cette semaine. Le symbolisme ne s'arrêtait pas là. Les épices étaient un médicament, un statut, et même un aphrodisiaque. Rien ne crie le romantisme comme de l'agneau parfumé au safran. Il est clair que Kubilai voulait que chaque plat richement épicé rappelle à sa cour et aux invités étrangers qu'ils ne goûtaient pas seulement au dîner, ils goûtaient à l'Empire. S'il y a une boisson qui a défini la culture mongole et détraqué les estomacs des invités étrangers, c'est l'airag, le lait de jument fermenté. Imaginez que quelqu'un ait laissé un bidon de lait sur le sol d'une écurie pendant une semaine, y ait ajouté une touche pétillante, un peu d'alcool et une touche d'haleine de cheval. Félicitations, vous avez la boisson nationale mongole. Pour les Mongols, l'airag n'était pas seulement une boisson, c'était une tradition. Une identité et la preuve que l'intolérance au lactose était un signe de faiblesse. Les guerriers prêtaient serment avec. Les familles le servaient aux invités. Et Kubilai Khan lui-même entretenait d'immenses troupeaux de juments pour assurer un approvisionnement sans fin du palais. Il était puisé dans d'énormes sacs en cuir, mousseux et aigres, et servi dans des coupes en argent ou en or. Parce que si vous deviez boire quelque chose qui avait le goût de granges pétillantes, au moins buvez-le avec style. Les invités étrangers n'avaient pas le choix de le boire. Refuser, c'était risquer d'offenser le Khan. Accepter, c'était risquer de passer le reste du festin à agripper ses entrailles comme si elles étaient assiégées. Marco Polo le décrivit poliment comme « fort et nutritif », une phrase qui, dans le langage des voyageurs, signifiait « je l'ai bu et j'ai survécu et je préfère ne pas discuter des détails ». Bien sûr, les Mongols l'aimaient vraiment. Pour eux, il ne s'agissait pas du goût, mais de la fonction. L'airag était légèrement alcoolisé, rafraîchissant et riche en calories. Parfait pour les nomades qui passaient leur vie en selle. Il était également considéré comme un médicament. Mal au ventre, buvez de l'airag. Fièvre, buvez de l'airag. Crise existentielle après que votre village ait été brûlé ? Devinez la réponse, buvez de l'airag. Mais même selon les normes médiévales, son goût nécessitait de s'y habituer. L'acidité s'incrustait sur la langue,
L'odeur s'accrochait à votre haleine et le pétillement vous faisait vous demander ce qui fermentait exactement dans ce liquide. Les invités au festin de Kubilai étaient censés trinquer sans arrêt avec l'érag, levant coupe après coupe jusqu'à ce qu'il s'évanouisse ou oublie à quel point il avait le goût du regret. Pourtant, le rituel était important. Chaque gorgée était un rappel que, même si l'empire de Kubilai était grand, avec son riz de Chine et ses épices d'Inde, au fond, il restait un nomade de la steppe qui mesurait la loyauté en échange de lait. Quand Kubilai Khan organisait un festin, ce n'était pas juste un dîner. C'était un cauchemar logistique total déguisé en plaisir. Marco Polo a juré que certains banquets accueillaient des dizaines de milliers d'invités à la fois. Des dizaines de milliers! Ce n'est pas un banquet, c'est une petite ville qui a décidé de s'asseoir pour dîner en même temps. Imaginez la scène. D'immenses tentes de soie s'étendaient sur les cours. Les brasiers brûlaient, les musiciens jouaient frénétiquement du luth et les danseurs tournaient jusqu'à l'épuisement. Puis la nourriture arrivait. Pas des plats ou des plateaux, mais de véritables troupeaux d'animaux rôtis. Des bœufs, des moutons, des chèvres et des chameaux étaient portés sur des broches de la taille de poteaux téléphoniques. L'odeur seule aurait pu provoquer des évanouissements, ou du moins faire reconsidérer leurs croyances religieuses à certains invités. Le plan de table était du théâtre pur. Kubilai siégeait au centre, élevé comme un dieu maniant un couteau, tandis que ses nobles et ambassadeurs étrangers étaient stratégiquement dispersés autour de lui. Votre place à table n'était pas une question de confort, c'était un test. Proche de Kubilai, félicitations, il vous fait confiance. Ou veut vous surveiller de près pour que vous n'empoisonniez pas ses dumplings. Relégué au bord de la tente, profitez du ragoût de cheval froid, vous le nez en politique. La boisson n'était pas moins exigeante. Les toasts duraient des heures, chacun exigeant que vous buviez de l'érag, du vin ou tout alcool à portée de main. Vous ne pouviez pas faire semblant. Essayez de verser discrètement votre verre par terre lorsque le Khan ne regarde pas, et félicitations, vous venez d'inventer la trahison au lait renversé. Pour les serviteurs, ces festins étaient la torture déguisée en emploi. Des milliers s'affairaient pour remplir les coupes, transporter les carcasses et prier de ne pas trébucher devant le Khan. Si vous laissiez tomber un plat de mouton près de la table de Kubilai, vous pourriez vous retrouver rétrogradé au rang d'invité d'honneur du prochain festin, servi avec une pomme dans la bouche. La vraie tragédie, cependant, était de survivre. Après des heures de festin, les invités titubaient dehors, ballonnés, ivres et transpirant sous des couches de robes fourrées. Aucun médecin médiéval n'aurait pu soigner la gueule de bois qui s'ensuivait, même s'il l'aurait probablement essayé avec des sangsues et des prières. À la table de Kubilai Khan, rien n'était juste de la nourriture. Chaque repas était une déclaration politique, servie avec un supplément de graisse. L'agneau rôti n'était pas un dîner, c'était un rappel de l'héritage des steppes mongoles. Un plat de riz fumant, la preuve que la Chine avait été conquise et qu'elle cuisinait désormais pour lui. Un bol saupoudré de clous de girofle et de cannelle, ce n'était pas un assaisonnement, c'était une proclamation que la route de la soie s'inclinait devant son empire. En bref, lorsque vous mangiez avec Kubilai, vous ne consommiez pas des calories, vous avaliez de la propagande. Les envoyés étrangers comprenaient particulièrement le message. Imaginez un marchand persan qui a voyagé des milliers de kilomètres jusqu'à Pékin pour se voir servir des plats assaisonnés avec des épices qu'il pensait être exclusives à sa patrie. Surprise, le Khan en a plus que vous. L'implication était claire. Votre peuple les produit, mon peuple les possède, et maintenant je les mange devant vous. Est-ce subtil? Pas vraiment. Est-ce efficace? Absolument. Le plan de table renforçait les leçons du menu. Les nobles étaient assis selon leur rang. Et plus vous étiez proche de Kubilai, plus votre nourriture était chaude. Et plus le message était clair, je t'aime assez pour te laisser me regarder mâcher. Les ambassadeurs et les dignitaires en visite recevaient des repas soigneusement élaborés, un mélange de plats de leur pays d'origine pour les apaiser, et des plats mongols de base
pour leur rappeler qui était réellement aux commandes. Imaginez-vous servir les plus belles délices de votre patrie, associées à un énorme plat de viande de cheval que vous étiez absolument censé manger. Même les boissons avaient une signification. Trinquer à l'érag signalait le respect de la tradition mongole, tandis que les vins importés affichaient la domination mondiale. Si Kubilai levait sa coupe d'or, vous deviez lever la vôtre. Non pas pour vous joindre à la fête, mais pour vous joindre à l'Empire. Refuser, ce n'était pas refuser une boisson, c'était refuser le Khan. Et cela ne se terminait généralement pas par « pas de problème ». Le festin entier était du théâtre. Des danseurs se produisaient entre les plats. Les musiciens remplissaient les silences gênants et chaque service était conçu pour impressionner, intimider ou humilier. Si vous étiez chanceux, vous repartiez avec votre dignité intacte. Sinon, vous repartiez en sachant que la cuisine de votre pays avait été rétrogradée au rang de simple garniture sur l'assiette. La plupart des dirigeants partaient à la chasse pour échapper à la vie de cour. Kubilai Khan, lui, amenait la cour et la cuisine avec lui. Lorsqu'il chevauchait dans la steppe ou les forêts, ce n'était pas une expédition de camping rudimentaire. C'était un restaurant 5 étoiles itinérant, déguisé en opération militaire. Ses parties de chasse étaient légendaires. Des milliers d'assistants le suivaient, y compris des régiments entiers de cuisiniers. Ce n'étaient pas seulement des hommes portant des broches et un feu de camp, ils traînaient des fours portables, des chaudrons de bronze, des coffres d'épices et suffisamment de bétail sur pied pour approvisionner un petit zoo, et malheureusement pour les animaux, il ne serait pas caressé longtemps. La version mongole de « vivre de la terre » signifiait rôtir les animaux sauvages aux côtés des troupeaux qu'ils avaient amenés, juste au cas où la nature ne tiendrait pas ses promesses à temps. Imaginez être le cuisinier assigné à l'une de ces expéditions. Vous marchez dans la boue, tirant une tente de cuisine, et la description de votre poste est « Créer un rôti de cerf digne du Khan tout en évitant les flèches et les sangliers ». Assaisonnement raté ? Eh bien, félicitations, vous venez d'inventer la carrière connue sous le nom d'ex-cuisinier. Les repas de chasse n'étaient pas moins extravagants que ceux du palais. Des cerfs entiers ou des sangliers étaient embrochés et rôtis, farcis d'herbes et de riz transportés dans d'énormes sacs. La tente du Khan était dressée comme un palais temporaire. Tapis de soie, tables en bois sculptés et plats fumants sous le ciel ouvert. Considérez cela comme du glamping, mais avec plus d'animaux morts et moins de filtres Instagram. Pour Kubilai, la chasse n'était pas seulement un divertissement. C'était de la propagande en mouvement. Chaque festin renforçait l'identité mongole. Le Khan pouvait s'asseoir à Pékin, à siroter du thé et à manger des dumplings, mais il restait le fils de la steppe, toujours capable de festoyer sous une tente avec ses guerriers. Sauf que sa tente avait la taille d'une cathédrale, et son repas simple nécessitait 500 serviteurs pour être réalisé. Les invités de ces expéditions apprenaient rapidement les règles. Vous chassez, vous mangez et vous trinquez à l'érag jusqu'à ce que votre vision se trouble. Refuser de la viande après la chasse équivalait à dire au Khan que sa flèche avait manqué sa cible, ce qui n'était pas recommandé si vous étiez l'invité du festin de Kubilai Khan. Le dessert n'était pas le grand final sucré auquel on pourrait s'attendre. Ce n'était pas Paris avec ses tours de pâtisserie, ou l'Italie de la Renaissance avec ses fruits confits empilés en sculptures comestibles. Non, le dessert à la cour de Kubilai était plus proche d'une illusion occasionnelle, une réflexion après coup, rare et généralement très coûteuse. Le sucre était un luxe, importé en petite quantité le long de la route de la soie à un prix qui aurait pu faire faillite à un petit royaume. Pour le paysan moyen, le sucre n'était qu'une rumeur, une histoire de fées racontée par des marchands qui aimaient exagérer. Mais à la table du Khan, c'était un symbole. Miel, fruits confits, douceur au sésame et l'occasionnel morceau de sucre. Le tout servi avec soin pour montrer que le Khan pouvait commander le plaisir lui-même. Il ne s'agissait pas de satisfaire une dent sucrée,
mais de faire du dessert une arme politique. Ironiquement, bien sûr, la plupart de ces douceurs n'étaient pas ce que nous appellerions aujourd'hui des desserts. La friandise habituelle, après le repas, pouvait être des noix enrobées de miel, des abricots secs d'Asie centrale ou de petits gâteaux faits de farine de riz et de sésame. Pour les envoyés étrangers habitués aux tartes riches ou aux plateaux de fromage, ils avaient peut-être l'impression de se faire servir le rayon des collations d'un kiosque d'aéroport. Mais vous souriez, vous mangiez l'abricot collant, hochant la tête tout en vous demandant si votre santé dentaire avait été définitivement compromise. Puis, il y avait la question de la rareté. Les épices, les viandes et le vin coulaient comme des rivières au festin de Kubilai. Mais le dessert arrivait au compte-gouttes. Seuls quelques plats testés étaient présentés, et ils disparaissaient souvent avant que les serveurs n'atteignent les tables extérieures. Si vous étiez assis trop loin du khan, le dessert de votre plat pouvait contempler avec envie l'assiette d'amandes confites dorées disparaître dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais pour Kubilai, la rareté était l'essentiel. La viande montrait l'abondance. Le dessert montrait l'exclusivité. N'importe qui pouvait abattre un mouton, mais tout le monde ne pouvait pas faire venir du sucre du monde connu. Les desserts sur sa table n'étaient pas là pour plaire à la foule, mais pour vous rappeler qu'il pouvait se permettre le plaisir dont vous ne pouviez que rêver. S'il y a une chose que Kubilai Khan comprenait, en plus de la conquête et de la suralimentation, c'était la boisson. Ces festins n'étaient pas tant une question d'accords, mets et vins, que d'inonder des armées entières d'invités dans l'alcool, jusqu'à ce qu'ils jurent allégeance ou s'évanouissent sous la table. La vedette du spectacle était, bien sûr, l'érag, le lait de jument fermenté. Il était servi sans fin, accompagné de toasts qui exigeaient que vous le buviez comme le nectar des dieux. Sauf que ce n'était pas du nectar, c'était du lait de cheval intimidé par la levure. Les dignitaires étrangers souriaient courageusement en le buvant, se demandant en silence si vomir devant le khan était punissable de mort. La réponse ? Probablement oui. Mais l'érag n'était que le début. Grâce à la route de la soie, la cour du khan disposait d'un buffet ouvert de boissons. Des caravanes de vin arrivaient de Perse et d'Asie centrale, transportés dans des fûts qui avaient probablement vu plus de tempêtes de sable que de vignobles. La bière coulait du nord de la Chine, mousseuse et terreuse, brassée dans d'énormes cuves. Et le thé, l'élégant et apaisant thé du sud de la Chine, était servi pour les moments où Kubilai faisait semblant d'être sophistiqué, ce qui n'arrivait pas souvent. Le vrai dilemme n'était pas quoi boire, mais combien. L'étiquette du festin exigeait des toasts sans fin. Au khan, à vos ancêtres, à l'Empire, à la personne assise à 3 sièges de là dont vous ne vous souvenez pas du nom, refuser de boire équivalait à refuser de respirer. Accepter signifiait que votre foi était enrôlée dans une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Bien sûr, la modération n'était pas une vertu mongole. Les invités étaient censés suivre le khan, qui pouvait consommer des quantités stupéfiantes d'alcool tout en ayant l'air de réfléchir au dessert. Les étrangers finissaient souvent la nuit affalés dans les coins, priant pour la mort, tandis que les nobles mongols continuaient joyeusement à boire jusqu'à l'aube. Conseil de survie, si vous ne vouliez pas vous ridiculiser, apprenez à verser discrètement la moitié de votre boisson sur le sol et espérez que personne ne remarque. Avertissement, il y avait toujours quelqu'un qui remarquait. Si vous vous êtes déjà plaint de quelqu'un qui trempe 2 fois dans un plat partagé lors d'une fête, félicitations. Vous n'auriez pas survécu à un seul festin à la cour de Kubilai Khan. L'hygiène n'était pas seulement facultative, elle était pratiquement inexistante. Des milliers d'invités, des montagnes de viande grasse, des rivières de boissons, et pas une serviette en vue. Des fourchettes ? Oubliez ça. Les baguettes existaient en Chine, bien sûr, mais les Mongols n'étaient pas très branchés fine dining. La plupart des invités creusaient avec leurs mains et leurs couteaux, essuyant la graisse sur leurs manches, ou le sol, ou si vous n'aviez pas de chance, sur la robe de votre voisin. À la fin de la nuit,
la salle de banquet ressemblait moins à un espace de restauration qu'au lendemain d'une bataille de nourriture impliquant du bétail. Le concept de main propre avant de manger était aussi courant que le plat de salade. Les serviteurs apportaient parfois des bassins d'eau pour se rincer, mais ceux-ci se transformaient rapidement en une soupe commune de saleté, de graisse et de toute maladie que votre voisin préparait cette semaine-là. Vous ne vous laviez pas les mains autant que vous les baptisiez dans les germes des autres. Quant à la présentation, disons simplement que la sécurité alimentaire n'était pas une priorité. Les animaux rôtis étaient découpés au milieu de la salle, à la hache, les morceaux volant partout. La viande restait à l'air libre pendant des heures avant d'être transportée vers les tables extérieures. Au moment où elle vous atteignait, elle était tiède, suspecte et très susceptible de tester une nouvelle vie en tant que boîte de pétri. Est-ce que quelqu'un s'en souciait ? Pas vraiment. Elle était suffisamment assaisonnée d'épices et de vin pour brûler les bactéries. Des chiens erraient librement pendant le festin, ramassant les restes sous les tables. D'une part, c'était une gestion efficace des déchets. D'autre part, cela signifiait que pendant que vous grignotiez un os de mouton, un chien errant léchait votre botte comme dessert. Et n'y pensez même pas de vous plaindre. Ces chiens avaient probablement plus d'immunité diplomatique que vous. Pourtant, l'hygiène n'était pas le but. Le festin était un théâtre, pas une installation sanitaire. Kubilai n'avait pas besoin que vous soyez à l'aise. Il avait besoin que vous vous sentiez écrasé. La graisse sur votre menton, le vin sur votre robe, la viande douteuse dans votre estomac. Tout cela faisait partie du message. Vous êtes dans l'Empire maintenant. Pour le meilleur ou pour le pire. Si TripAdvisor avait existé au XIIIe siècle, Marco Polo en aurait été le critique le plus passivement agressif. Au lieu de cela, nous avons Les Voyages de Marco Polo, qui est essentiellement le premier blog culinaire exagéré du monde, écrit par un marchand vénitien qui est tombé sur la cour de Kubilai Khan et n'a pas pu s'empêcher de parler de ce qu'il a mangé. Marco décrivait les festins du Khan avec un luxe à couper le souffle. Des rivières de vin sans fin, des montagnes de viande et des salles à manger si vastes qu'elles faisaient passer les cathédrales pour des placards à balais. Selon lui, Kubilai avait des dizaines de milliers de serviteurs, chacun avec un rôle précis, allant de la découpe des bœufs rôtis au transport de coupes en porcelaine délicates. Est-ce que Polo a exagéré ? Presque certainement. Est-ce que c'était important ? Pas vraiment, car l'exagération est l'âme de la littérature de voyage, surtout lorsque votre public chez vous n'a jamais quitté Venise. Prenez par exemple son affirmation selon laquelle Kubilai pouvait nourrir 40 000 personnes en une seule séance. 40,000 ! Cela ressemble moins à un dîner qu'à un Coachella médiéval, avec de meilleurs costumes et moins de champignons douteux. Cela aurait-il pu arriver ? Peut-être. Marco a-t-il gonflé les chiffres pour épater ses lecteurs ? Absolument. Mais cela a fonctionné. Il a fait passer les festins du Khan moins pour des repas que pour des miracles. Marco s'émerveillait également de l'organisation massive de tout. Des robes colorées pour distinguer les rangs, des sièges méticuleusement arrangés, de la nourriture livrée avec une précision chronométrée, comme une sorte de Disneyland mongol médiéval pour la classe supérieure. Mais caché dans son émerveillement, se trouvait probablement une bonne dose de terreur. Imaginez être un invité essayant de ronger de la viande de cheval avec des doigts gras tout en prenant des notes mentales comme « Je dois me souvenir de ne pas insulter l'homme qui possède la majeure partie de l'Asie ». Le plus amusant, c'est la façon dont Polo a omis les détails les moins appétissants. Il ne s'est pas attardé sur l'état de l'hygiène, les chiens sous les tables, ou le lait de jument fermenté qu'il a probablement fait courir vers le buisson le plus proche après le dîner. Au lieu de cela, il s'en est tenu à la grandeur, aux coupes d'or, aux tentes de soie, aux épices rares. Il savait que son public vénitien ne voulait pas la vérité, il voulait le spectacle. Si vous pensez que travailler dans une cuisine moderne est stressant,
Pensez aux âmes malheureuses qui cuisinaient pour Kubilai Khan. Gordon Ramsay pourrait vous crier dessus pour un bœuf trop cuit, mais la solution de Kubilai était plus simple. Brûler le cuisinier avec le rôti. L'échec culinaire n'était pas seulement mauvais pour votre carrière, il était mauvais pour votre espérance de vie. Les cuisines du palais étaient dotées d'armées de cuisiniers, bouchers, brasseurs et serviteurs. Tout était organisé avec une précision militaire. Chacun avait un rôle. Une équipe découpait, une autre rôtissait, une autre remuait les énormes marmites de riz dans lesquelles on pouvait se noyer. Et avec toute cette main-d'œuvre, la pression ne faiblissait jamais. Car peu importe le nombre de bœufs que vous rôtissiez ou de dumplings que vous cuisiniez à la vapeur, le Grand Khan s'attendait toujours à la perfection. Et la perfection, pour Kubilai, signifiait une nourriture capable d'impressionner un homme qui avait déjà conquis la moitié du monde connu. Imaginez être le responsable de l'assaisonnement. Trop de sel? Vous venez d'insulter le Khan. Pas assez? Vous venez d'insulter le Khan. L'équilibre parfait? Félicitations, vous avez un jour de plus à vivre. La marge d'erreur était presque plus mince que les nouilles qu'il servait. Et la punition pour l'échec n'était pas une mauvaise critique sur une application de restaurant. C'était une tombe anonyme. La charge de travail était implacable. Les cuisiniers n'avaient pas de pause pendant les festins. Ils travaillaient comme des soldats au combat. Les animaux étaient abattus et préparés à la vitesse de l'éclair. Les fours rugissaient sans arrêt et les serviteurs couraient d'avant en arrière en portant des plateaux assez lourds pour écraser un homme moins robuste. Un seul faux pas, un seul plat de mouton renversé, et vous n'étiez pas seulement maladroit, vous étiez jetable. Pire encore, les cuisines n'étaient pas des cuisines, mais des hauts fourneaux. Imaginez des centaines de feux ouverts, des pots bouillants, de la fumée grasse montant en spirale dans l'air, et les cris constants des surveillants essayant de s'assurer que le dîner ne dégénère pas en chaos. Si vous surviviez aux brûlures, à l'inhalation de fumée et à l'épuisement total, vous deviez toujours vous soucier de servir un plat qui n'offenserait pas le palais notoirement exigeant du Khan. Mais voici le point essentiel. Personne ne faisait l'éloge des cuisiniers. Le mérite de chaque festin revenait à Kubilai lui-même, comme s'il avait assaisonné l'agneau et fait bouillir le vin lui-même. Les cuisiniers étaient invisibles, jusqu'à ce que, bien sûr, quelque chose tourne mal. Alors, tout le monde se souvenait soudain de leur nom juste assez longtemps pour ordonner leur exécution. Nourrir Kubilai Khan n'était pas seulement une question de remplir l'estomac insatiable d'un empereur. Il s'agissait de nourrir un empire qui s'étendait de la Corée à la Perse. Sa table ressemblait moins à un arrangement de plats qu'à un rapport statistique, chaque plat représentant un peuple conquis ou une route commerciale soumise. Pensez à la logistique. Pour maintenir les cuisines du palais en marche, des régions entières sont devenues pratiquement des chaînes d'approvisionnement. Les fermiers chinois expédiaient du riz et du thé par tonnes. Les éleveurs d'Asie centrale conduisaient des files interminables de moutons et de chevaux vers la capitale, sachant pertinemment que leurs animaux se dirigeaient directement vers la broche. Les caravanes persanes roulaient en transportant du vin et des fruits secs, tandis que les marchands indiens apportaient des épices qui valaient leur poids en argent. Même la glace était taillée dans les montagnes, tirée par blocs et stockée dans des fosses souterraines afin que le Khan puisse siroter des boissons fraîches en mété, car rien ne crie la puissance absolue comme le fait d'exiger l'hiver en juillet. L'échelle était stupéfiante. Certains récits suggèrent que la cuisine abattait des centaines d'animaux chaque jour. Des silos entiers de céréales étaient vidés pour produire un seul festin. Le soldat mongol moyen en campagne survivait avec de la viande séchée et du fromage dur. Mais à la cour, le Khan mangeait comme une douzaine d'armées réunies. Le contraste était intentionnel. Alors que les soldats démontraient la férocité mongole sur le champ de bataille, le Khan démontrait la domination mongole en dévorant les richesses de son empire. Le système n'était pas entièrement durable. L'approvisionnement de toute cette nourriture nécessitait des armées de travailleurs, des flottes de chariots et des rivières d'argent. Mais c'était le but, montrer au monde que Kubilai pouvait plier les économies pour satisfaire son appétit.
Lorsqu'il célébrait en mangeant des dattes persanes, il ne s'agissait pas du fruit. Il s'agissait de rappeler à tout le monde que la route commerciale lui appartenait et qu'un fermier à des milliers de kilomètres nourrissait indirectement le khan. Pendant ce temps, les paysans qui produisaient toute cette abondance vivaient souvent de bouillies aqueuses et de pain rassis. Leur rôle dans le système était simple. Cultivez-le, expédiez-le et n'espérez jamais le goûter. La table de Kubilai était une voie à sens unique. La nourriture affluait, mais rien ne sortait, à part les miettes pour les chiens et le mince espoir que l'Empire reste stable une année de plus. Au moment où vous arriviez à la fin d'un festin avec Kubilai Khan, vous n'étiez pas tant rassasié que spirituellement vaincu. La table gémissait sous le poids des bœufs rôtis, des montagnes de riz, des rivières d'alcool et des desserts si rares qu'ils auraient pu ruiner une ville. Et vous gémissiez sous le poids d'avoir été forcé d'avaler l'allégeance sous une forme comestible. La dernière bouchée n'était pas vraiment une question de nourriture, c'était une question de survie. Si vous étiez chanceux, vous surviviez sans insulter le khan, renverser un verre ou vous étouffer avec un morceau de mouton pendant qu'il regardait. Imaginez mourir au banquet. Les gens en parleraient. Ils ne pouvaient pas supporter l'agneau, n'est pas l'héritage que vous souhaitez. Pour Kubilai, cependant, la fin du festin était du théâtre pur. Il ne mangeait pas seulement pour satisfaire la faim. Il mangeait pour montrer qu'il était l'univers lui-même, capable d'engloutir tout ce qui se trouvait sur son passage. Quand il faisait un geste du doigt pour mettre fin au banquet, ce n'était pas seulement la permission de partir, c'était une dissolution massive. Imaginez des milliers de personnes titubant dehors, leurs robes couvertes de graisse, leur haleine empestant les épices variées et l'érag fermenté, incapables de regarder un autre rôti pendant 1 an, ou peut-être une décennie. Ils partaient en emportant non seulement des restes de nourriture, mais aussi le souvenir vivant de la tyrannie sous forme d'indigestion. En fin de compte, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que Kubilai Khan n'était qu'un gros homme avec un appétit insatiable? Bien sûr. Mais il était aussi l'ultime messager du pouvoir mongol pendant leur période de relative paix. Ces cuisines fonctionnant avec une mécanique militaire racontaient l'histoire de l'Empire d'une manière que les armées n'auraient pas pu faire entièrement. Les steppes asiatiques ne pouvaient plus le contenir. Il mangeait maintenant le monde civilisé, se nourrissant du riz de Chine, des épices d'Inde et du vin de Perse. La cuisine de Kubilai n'était pas un endroit pour faire de la nourriture. C'était une giga-machine de fabrication de légendes. Chaque morceau d'agneau sur la table était un poème de puissance. Chaque graderie était la preuve de la conquête. Et lorsque Marco Polo retournait à Venise pour décrire les flèches dorées et les festins sans fin, il faisait exactement ce que Kubilai voulait. Il diffusait la propagande. Le khan avait transformé son repas en un événement mondial, prouvant que sa domination n'était pas seulement militaire, mais logistique, symbolique et culinaire. La grande tragédie de cette cuisine fut sa durabilité. Le système exigeait une avidité implacable dans la consommation et une répression impitoyable de la main-d'œuvre. À long terme, aucun réseau commercial, même celui dirigé par la grande dynastie Yuan, ne pouvait supporter les exigences d'un chef cuisinier qui punissait la viande trop cuite par l'exécution. En fin de compte, l'effondrement de la domination mongole ne fut pas dû au renversement de leurs armées, mais au fait que le système logistique chancelant ne pouvait plus soutenir une telle surconsommation. Personne ne pouvait nourrir ce monstre culinaire pour toujours. L'appétit de Kubilai Khan était en fait la carte de la faiblesse de son empire. Pourtant, à l'instant où il siégeait sur son trône, sa table servant de carte comestible du monde conquis et où les invités frissonnaient de peur et buvaient de l'airague jusqu'à l'oubli, le grand khan comprenait la simple vérité. L'empire n'est pas dirigé uniquement par l'épée. Il est également dirigé par une très grande cuillère, beaucoup de viande de cheval et quelques épices rares pour finir. Alors, mes amis, la prochaine fois que vous dînerez dans un restaurant chic, rappelez-vous les cuisines de Kubilai Khan
Et rappelez-vous que le festin est terminé, mais le spectacle continue. Et c'est ici que se termine notre histoire de ce soir. Avez-vous aimé? Et vous êtes-vous abonné? Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose qui vous a le plus étonné dans la cuisine du Grand Khan et quel est le seul plat que vous refuseriez de goûter, quelles que soient les conséquences. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre exploration des aspects étranges et merveilleux de l'histoire.